Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 27 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Scott Ritter est avec nous. Bienvenue parmi nous, Scott. Merci de m'avoir invité. Je vais commencer, Scott, par la confrontation entre l'Iran et les États-Unis. Jusqu'à récemment, tout le monde parlait de négociations, d'échanges, de messages entre les deux camps. L'équipe iranienne était au Qatar, en discussion avec le gouvernement qatari. Et puis, ces 2 ou 3 derniers jours, on a assisté à une sorte d'affrontement. L'un des incidents, c'est que des avions de chasse américains ont frappé 2 vedettes rapides dans le golfe Persique. Le résultat, c'est la mort de 4 marins. De l'autre côté, les Iraniens ont abattu un drone MQ-9. Ensuite, ils ont tiré sur un RQ-9 et sur un F-35. Il existe des images de ces attaques, de ces tirs sur le MQ-9 et le F-35. Ils ont d'ailleurs publié certaines de ces séquences. Mais quand on regarde la situation entre l'Iran et les États-Unis, je dirais qu'il n'y a pas de vraie négociation en cours. Les deux parties se parlent plutôt par l'intermédiaire du Pakistan ou du gouvernement qatari, quelque chose comme ça. Mais peut-être, je ne sais pas s'il y a des appels téléphoniques en coulisses. Je ne peux pas le confirmer, parce que je n'ai vu aucune information à ce sujet dans les médias persans. C'est pour ça que je suppose qu'ils ne font que s'échanger des messages par le biais du gouvernement pakistanais. Quelle est votre compréhension de la situation? C'est comme ça que je le comprends. C'est une négociation, mais pas une négociation classique. Comment voulez-vous que les États-Unis et l'Iran se parlent aujourd'hui autrement? Vous savez, Donald Trump est un individu complètement détraqué, littéralement atteint d'un trouble de la personnalité narcissique, dans sa forme la plus maligne. On n'a pas un président, on a un culte de la personnalité. Tout tourne autour de Donald et de la façon dont les choses l'affectent. En face, vous avez un gouvernement iranien. Pour eux, tout tourne autour de l'Iran et de la réalité géopolitique, et eux, ils vivent dans le monde réel. Donc chaque fois qu'on mélange le monde réel et un monde de fantasmes, il y a forcément un écart entre les deux. Et cet écart, on ne peut pas le combler directement. Alors il faut des interprètes de rêve, j'imagine. Et c'est là que le Pakistan et le Qatar entrent en jeu. Leur rôle, c'est d'essayer de bricoler une sorte d'entente entre ces deux entités, quelque chose qui pourrait mener à un objectif commun. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'objectif commun. Les objectifs de Donald Trump sont purement politiques, centrés sur la manière dont tout cela l'affecte, ici, chez lui. Les objectifs de l'Iran, eux, sont purement égoïstes, pour être honnête. Ils ont tout à fait le droit de l'être. Mais il s'agit avant tout de ce qui profite à l'Iran. L'Iran qui est la partie lésée. L'Iran qui a été attaqué, une attaque surprise, un acte de perfidie commis par les États-Unis et Israël le 28 février. Et vous savez, ces deux camps ne se retrouveront plus jamais. Même si un accord temporaire est conclu, il faut comprendre que certains des textes publiés par les médias iraniens évoquent déjà des questions repoussées à plus tard. Chaque fois que Donald Trump lance quelque chose, ça veut simplement dire qu'on a une fenêtre d'opportunité pour tergiverser, le faire changer d'avis, interférer, perturber. Et les actions dont vous parlez font, à mon avis, partie intégrante de ce qui va devenir la nouvelle réalité. Je pense que les deux parties comprennent qu'il faut garantir la liberté, ou au moins une certaine liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Ce que les États-Unis en tireront, c'est la circulation de l'énergie, ce qui atténuera une crise économique mondiale. Ce que l'Iran en tirera, c'est la possibilité de percevoir une taxe environnementale, ou quel que soit le nom qu'ils voudront lui donner. Et je pense que c'est à peu près le seul accord qu'on obtiendra. Un accord dont je ne suis même pas sûr qu'il sera jamais mis par écrit, parce que franchement, je ne crois pas que Donald Trump soit capable de conclure un accord.
Il ne peut pas se permettre d'être perçu comme celui qui a perdu cette guerre. Et pourtant, il l'a perdue. Donc je pense que c'est là où on en est aujourd'hui. Toutes les parties se concentrent sur la manière de maintenir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Ce qui s'est passé avec cet avion abattu, c'est un affrontement pensé pour permettre aux États-Unis de marquer leur présence, de dire « on est toujours là, on compte encore, on reste puissant et aux commandes ». Mais à un moment donné, il faudra bien se retirer un peu et laisser le trafic passer. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il y aura un accord sur les sujets les plus difficiles. Le programme nucléaire, les missiles balistiques, le Liban, les cessez-le-feu, tout ça. C'est difficile de dire où on va. En fait, c'est impossible. Parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit. Vous m'avez déjà entendu le dire, et je vais le redire. On ne peut pas s'attendre à ce que des gens comme vous, moi ou d'autres, arrivent à se mettre dans la tête d'un fou, littéralement d'une personne déséquilibrée. Donald Trump est mentalement malade, il souffre de troubles mentaux, et donc il est impossible de prévoir ses réactions. On ne peut pas appliquer une logique normale, une relation de cause à effet rationnelle à ce qu'il fait. Ses publications sur les réseaux sociaux partent dans tous les sens. La seule chose qui semble constante, c'est sa capacité à manipuler les marchés d'une manière qui profite aux initiés, à ceux qui savent à l'avance ce qu'il va publier et quand il va le faire. À part ça, rien de ce qu'il fait ne sert les intérêts des États-Unis. C'est un fait. Voici ce qu'il a déclaré il y a quelques instants à propos du détroit d'Ormuz et son commentaire choquant sur Omar. Écoutons ce qu'il a dit. L'Iran veut contrôler le détroit d'Ormuz. Est-ce que vous accepteriez un accord à court terme qui permettrait à l'Iran et à Oman de gérer le détroit? Et dans ce cas, devrait-il l'ouvrir immédiatement ou seriez-vous prêt à ce que cela se fasse progressivement sur une certaine période? Non, le détroit sera ouvert à tout le monde. Et qui le contrôlerait? Ce sont des eaux internationales. Personne ne va les contrôler. Nous, on va surveiller, oui. On va surveiller, mais personne ne va les contrôler. Ça fait partie de la négociation qu'on a. Eux, ils aimeraient le contrôler, mais personne ne le fera. Ce sont des eaux internationales et Oman devra se comporter comme tout le monde, sinon on devra les faire sauter. C'est incroyable. Oman est un pays qui n'a rien à voir avec aucune guerre, et pourtant il menace le gouvernement omanais. Revenons un peu en arrière. Donald Trump est une personne mentalement instable, d'accord? Pensez au niveau de narcissisme qu'il y a dans tout ce qu'il vient de dire. Nous allons veiller dessus, vraiment? C'est ton rôle, Donnie chéri. Qui t'a nommé gardien du détroit d'Ormuz? Il vit dans son petit monde imaginaire. Tu as déjà essayé, Donald, et l'Iran t'a remis à ta place. Tu as perdu. Tu ne peux pas rouvrir ça. Tu n'en as pas la capacité. Tu es là, assis, avec un secrétaire à la défense qui s'est fait battre, et un secrétaire d'État ou conseiller à la sécurité nationale qui t'a donné parmi les pires conseils qu'on puisse imaginer. Tu es entouré de perdants, et toi, tu es le perdant ultime. Franchement, on pourrait lui coller un grand L sur le front. Ne faites pas attention à ce que ce type raconte, parce que voilà la réalité. Dans 6 heures, il publiera autre chose. Dans 6 heures, il dira quelque chose de différent. Cet homme est un fou, complètement cinglé. Vous pensez vraiment, je veux dire, vous connaissez l'Iran, vous pensez que l'Iran s'est réveillé en se disant « Oh mince, on est dans le pétrin maintenant, Donnie est en colère contre nous, il faut qu'on fasse quelque chose. » Vous croyez que les Omanais se sont dit « Oula, il va nous bombarder ». Il ne fera rien contre Oman, rien du tout. Ce sont des menaces creuses. Il n'a plus rien dans les mains. Il a déjà tenté son coup de grâce. Vous voyez, c'est comme s'il était monté sur le ring avec Mike Tyson, qu'il avait donné son meilleur coup, en plein dans la mâchoire,
et que Tyson lui avait répondu « Allez, on y va ». Mike Tyson went, let's go. That's it. That was your best punch. You ain't gonna knock Mike Tyson out. C'est ça, c'était ton meilleur coup. Tu ne vas pas mettre Mike Tyson KO. Tu ne vas pas non plus mettre l'Iran KO. Voilà la réalité. Beaucoup de gens aux États-Unis n'arrivent pas à se réveiller et à accepter cette réalité. C'est un fait. Nous avons perdu la guerre et nous ne pouvons pas la gagner. Nous n'allons pas faire marche arrière. Le temps qu'il nous faudrait pour rassembler et déployer les forces nécessaires pour avoir un impact réel serait beaucoup trop long. Pendant ce temps, tout ce que l'Iran a à faire, c'est de resserrer le détroit d'Ormuz et d'étouffer l'économie mondiale, ce qui provoquerait un effondrement général, y compris aux États-Unis. Et dans ces conditions, il serait impossible de mobiliser les forces dont nous aurions besoin. L'Iran a toutes les cartes en main. C'est ça, la réalité. Iran holds all the cards. That's the reality. How do you see the pressure from the Israeli government? Comment voyez-vous la pression exercée par le gouvernement israélien? Ben Gvir a déclaré aujourd'hui que Donald Trump ne pouvait pas conclure un mauvais accord et qu'Israël n'allait pas l'accepter. On se souvient que, quand l'administration Trump a été élue, on parlait de Tulsi Gabbard, de ces personnes un peu plus rationnelles au sein de l'équipe Trump. La plupart de ces gens ont disparu, en grande partie. Et puis, je dirais que le vice-président des États-Unis semble, d'une certaine manière, s'effacer de la scène. On n'a pas beaucoup entendu parler de J.D. Vance, ça fait un moment. Mais que se passe-t-il exactement avec l'administration Trump? Et que sait-on de l'influence que le gouvernement israélien exerce sur cette administration? The Israeli government has on the Trump administration. Oh, we know the Israeli government believes that it's bought and paid for. Eh bien, vous savez, le gouvernement israélien pense qu'il a acheté et payé les États-Unis. Et en fait, c'est le cas. Ils nous ont achetés, ils ont payé, et on est censé danser au rythme qu'ils imposent. C'est comme ça que fonctionne la relation. Ils donnent beaucoup d'argent, et ensuite ils disent quoi faire quand il s'agit d'Israël, et on le fait. C'est une relation contractuelle, tout simplement. Ils ont acheté le Congrès, dépensé 100 millions de dollars lors du dernier cycle électoral pour l'acheter. Et là, ils essaient encore d'acheter le Congrès, 30 millions pour faire tomber Thomas Massie. Ils dépensent toujours plus pour essayer de contrôler les élections. Et Donald Trump, lui, continue d'être entouré de gens achetés et payés par Israël, surtout Marco Rubio, 200 millions venant de la veuve d'Adelson. Marco Rubio, $200 million from Adelson's widow. Gets you a Secretary of State. Ça vous donne un secrétaire d'État. Alors Ben Gvir, je pense qu'il croit vraiment à ce qu'il dit. Il y croit, oui. Mais il ne connaît absolument rien aux États-Unis d'Amérique. Parce que d'abord, quand on parle de politique, la seule chose qui compte, c'est l'argent. Et bien sûr, les Israéliens ont dépensé beaucoup d'argent pour acheter des politiciens américains. Mais une fois qu'un politicien américain est élu, il veut y rester. Maintenant, Israël a utilisé sa capacité à manipuler l'argent pour garder le contrôle sur ce processus aussi. Si tu ne fais pas ce qu'on veut, on te mettra un concurrent à la primaire. On dépensera de l'argent pour soutenir quelqu'un contre toi et tu devras te battre contre lui et tout ce qui va avec. Très bien. C'est comme ça que ça marche. La plupart des gens ne veulent pas être défiés dans leur propre camp. Alors ils jouent le jeu israélien, parce qu'il n'y a aucun risque. Le peuple américain a montré qu'il n'y a littéralement aucun inconvénient à être pro-Israël. Vous savez, la grande majorité de ceux qui soutiennent Israël sont réélus, encore et encore, année après année. Aucun risque, jusqu'au jour où Israël déclenche une guerre que nous perdons. Et là, il y a la menace d'un effondrement économique mondial qui toucherait les États-Unis. On revient toujours à l'argent. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? La seule chose qui compte en politique américaine, c'est l'argent. Bill Clinton, James Carville, son directeur de campagne en 1992, je crois, l'avait résumé parfaitement. Un autocollant jaune sur la porte de la salle de guerre, c'est l'économie, idiot. C'est la seule chose qui fait élire les politiciens américains. Aucun politicien américain n'est élu à cause d'Israël.
Israël, c'est un facteur de soutien, rien de plus. Tous les politiciens américains sont élus sur l'économie. Au fond, tout se résume à ce que les Américains ressentent vis-à-vis de leur portefeuille et de leur compte en banque quand ils vont voter. C'est tout. Le reste, c'est de la décoration. Si les deux camps jouent les mêmes cartes économiques, alors là, on peut parler de contrôle des armes, d'avortement, d'Israël et d'autres sujets comme ça pour faire pencher la balance. Mais au final, ce qui compte, c'est le parti dont les Américains pensent qu'il va leur permettre d'avoir plus d'argent sur leur compte à la fin du mois. Et en ce moment, Donald Trump est en difficulté. Parce qu'il est en train de détruire l'économie d'un pays tout entier. Et Israël est en difficulté. Ben Gvir ne s'en rend peut-être pas compte, mais Israël est tenu pour responsable, à juste titre, de nous avoir entraînés dans cette guerre. Alors quand les gens diront « Donald Trump, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ?» Donald Trump répondra « C'est Benjamin Netanyahou qui m'a forcé à le faire. » Ben Gvir n'a aucun contrôle sur Donald Trump. Aucun. Le jour viendra où Donald Trump pensera à son héritage politique. Et si à ce moment-là, il se dit que s'il se trompe, il risque une destitution, peut-être même une condamnation, et qu'il met tout ça dans la balance face à Ben Gvir et Israël, devinez qui va perdre. Ben Gvir et Israël. C'est la chose la plus simple au monde, c'est l'économie. Idiot, l'économie va mal de toute façon. George Herbert Walker Bush a gagné la guerre du Golfe, un grand chef victorieux. Franchement, il avait fière allure, il n'y avait aucune raison. Enfin, on avait gagné ça en 91. Comment aurait-il pu perdre en 92? Comment aurait-il pu perdre en 92? Impossible de perdre. Lisez sur mes lèvres, pas de nouveaux impôts. Et puis il en a ajouté. Et ça l'a achevé. Gagner une guerre, ça ne comptait pas. Être le meilleur président en matière de sécurité nationale, ça ne comptait pas non plus. C'était l'économie, idiot. Bill Clinton avait raison. C'est comme ça, tout simplement. Vous savez qu'il sait très bien? Le patron de Ben Gvir, Benjamin Netanyahou. Il a donné une interview où il a dit « Il faut qu'on se détache financièrement des États-Unis d'ici 10 ans. Parce qu'il voit venir les choses. Pas besoin d'être météorologue pour savoir d'où vient le vent. Il sent le climat, il voit ce qui se passe, et il comprend très bien la situation des États-Unis. 60% des Américains sont déjà désenchantés vis-à-vis d'Israël. Ils ne le soutiennent plus totalement. Ce chiffre va encore empirer à mesure que l'économie se dégrade. Et quand on cherchera les responsables de cette situation, ce sera Israël. Et il sait qu'à un moment donné, l'Amérique va couper le cordon ombilical. Ben Gvir se trompe. Israël ne peut rien dicter aux États-Unis, à moins que les États-Unis acceptent qu'on leur dicte quelque chose. Ça veut dire que tant que c'est avantageux d'avoir votre argent et d'être élu, et que ça me coûte rien de vraiment important, je le ferai. Mais au moment où ça me coûte, au moment où je dois payer un prix sur le plan intérieur, politique, pour soutenir votre petite nation en échec, on coupera tout, sans hésiter. On coupera tout en un instant. Et donc Ben Gvir se trompe complètement. Netanyahou, lui, sait très bien la vérité. Tôt ou tard, l'Amérique va couper les ponts avec Israël. Et si Ben Gvir veut jouer à des jeux stupides, en pleine crise politique immédiate pour le président des États-Unis, qui fait face à un désastre aux élections de mi-mandat, il va la prendre à ses dépens. Israël n'a aucune carte à jouer dans cette partie. Aucune. Hier, Smotrich a déclaré que Benjamin Netanyahou avait forcé les États-Unis à entrer dans cette guerre. Et qu'est-ce que les États-Unis peuvent encore faire pour Israël, Scott? Moi, je dirais que c'est ça, l'objectif final pour Israël, que les États-Unis attaquent l'Iran. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Qu'est-ce qu'ils attendent des États-Unis? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand ils disent « nous voulons continuer la guerre ». Qu'est-ce que ça veut dire pour Israël? Et en quoi ça va les aider?
What does that mean for Israel, and how is that going to help them? Well, first of all, this is Bon, the d'abord, last- si c'était un jeu vidéo, on serait arrivé au boss final. If this was L'Iran, a, c'est le boss final. computer game, Il n'y en a we're pas at the d'autre. final Le boss. boss final, c'est l'Iran. Et on ne peut pas affronter le boss final sans les États-Unis. The final boss is Iran. Il faut avoir les États-Unis comme alliés. You can't fight the Alors vous final pensez boss. vraiment qu'Israël va admettre sa défaite et s'en aller? States is an ally. Non. Um, Ils vont continuer à dire « Amérique, tu dois rester et finir le travail. Rester et finir le travail. » Mais ils n'ont pas bien préparé leur coup. they're gonna keep saying Ils ont vendu cette guerre de manière fausse, trompeuse. Je veux dire, ils ont réussi à faire croire à Donald Trump que si on tuait Ali Khamenei, l'Iran s'effondrerait, que tous les autres problèmes se résoudraient d'eux-mêmes et que tout ça arriverait en quelques jours. all the other problems solve themselves, and that this would happen with a matter of days. And sure enough, on day one, we killed Ali Khamenei. Et en effet, dès le premier jour, on a tué Ali Khamenei. L'Iran ne s'est pas effondré, bien au contraire. Et maintenant, tout ce qu'Israël avait raconté aux États-Unis s'avère être un mensonge. Et Donald Trump en paie le prix politique. Voilà la réalité. Qu'est-ce qu'Israël veut au fond? Ils n'ont pas de plan B, parce qu'un plan B, ça voudrait dire qu'on ne peut pas affronter le grand patron, et donc qu'on ne peut pas gagner la partie. Et cette partie, c'est le Grand Israël. C'est ça, le nom du jeu, le Grand Israël. Si on ne bat pas le grand patron, alors il faut faire des concessions partout, et on se retrouve dans un autre jeu qu'on pourrait appeler préserver le petit Israël. Different game called preserving little Israel. But the cost you're going to pay for failing. Mais le prix que vous allez payer pour cet échec, pour avoir tenté le coup contre le boss final et perdu, c'est que vous allez sans doute bouleverser complètement la démographie de la région. Parce qu'il deviendra de plus en plus difficile de continuer à vivre en Israël. Les gens vont fuir et vous allez vous retrouver avec un tout autre scénario qu'on appellera une solution à un seul État nommé la Palestine. Donc Israël, franchement, est dans une situation critique en ce moment. Vraiment critique. Et des types comme Ben Gvir et Smotrich, ces fanatiques obèses et génocidaires, vont continuer à débiter des absurdités et des inepties. Mais au bout du compte, ils vont en payer le prix politiquement. Honnêtement, je n'aimerais pas être israélien aujourd'hui. Disons-le comme ça. Cette décennie ne s'annonce pas bonne pour eux. This is not going to be a good decade for them. Here is Voici ce Donald Trump a dit au poursuivi de ce câble. Abraham Accords. To have the countries we were talking about with Saudi Les pays dont on parlait, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et les autres, on aimerait qu'ils nous rejoignent tout de suite. Steve Witkoff travaille là-dessus avec Jared et quelques autres. Mais oui, on voudrait qu'ils rejoignent les accords d'Abraham. Ce serait historique s'ils le faisaient. Franchement, je pense qu'ils nous le doivent, parce que ce serait vraiment un signe fort. Et je pense que ces pays nous le doivent. and I think those countries owe it to us. They owe it to us because we got them. Ils nous doivent ça parce qu'on les a entraînés dans une guerre qu'on a perdue. We promised them On leur a promis la sécurité, mais on n'a pas pu la leur garantir. On a créé une situation où ils vivent maintenant sous la menace d'une disparition nationale à cause de l'Amérique. They owe it to us to give us Et maintenant, ils nous devraient quoi? buy into a policy Adopter une politique qui revient à un génocide palestinien, à l'élimination de toute possibilité d'un État palestinien, tout en détournant la faute d'Israël vers les pays arabes du Golfe. C'est ça ce qu'ils nous doivent. Donald Trump est, encore une fois, il est fou. D'accord? Il faut qu'on arrête de le traiter comme s'il était une personne normale. Cet homme-là est fou. Aucun être rationnel ne peut dire une chose pareille. Ils nous doivent ça? Non, Donald, ils ne te doivent rien du tout. They owe it to us. They don't owe anything to you, Donald. None. I mean, Aucune. Enfin, vous vous rendez compte de la folie qu'il y a dans cette phrase? Cet homme ne va pas bien. Et le fait que Hegseth et Rubio soient là, tranquillement, à hocher la tête, eux non plus ne vont pas bien. Ce sont des facilitateurs de la folie. Vous savez, il fut un temps où on se moquait de Joe Biden en disant que c'était cruel envers une personne âgée de le maintenir en scène alors qu'il n'était clairement plus en état. Eh bien aujourd'hui,
On a une situation où des gens facilitent le comportement de personnes mentalement instables. Et la plupart diraient que c'est une forme d'abus. Mais là, c'est un abus envers une nation, un abus envers le monde, commis par un individu cliniquement fou qui pense qu'on lui doit quelque chose que personne n'a jamais vraiment accepté. Je veux dire, les Saoudiens ont clairement lié les accords d'Abraham à la création d'un État palestinien. Et si on ne donne pas la reconnaissance d'un État à la Palestine, pourquoi pensez-vous que les Saoudiens feraient quoi que ce soit pour vous? C'est un homme malade. Donald Trump est un homme malade, il ne va pas bien. Et malheureusement, personne n'applique le 25e amendement. Il continue d'exercer les fonctions de chef de l'exécutif. Et donc, cet homme malade, quand il publie un message ou quand il parle, on est obligé de l'écouter. Mais essayer d'y insuffler du bon sens, une logique rationnelle, une analyse cohérente, c'est impossible. On ne peut pas. Rien de ce qu'il dit n'a de sens. Il vit dans un monde imaginaire. On sait que pendant l'administration Biden, on a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine. On savait qui était aux commandes, qui faisait quoi. Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland, toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, dirigeaient certaines politiques liées à l'Ukraine et à la politique étrangère. Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent qui est aux commandes dans l'administration Trump. Est-ce Donald Trump lui-même? Parce que, regardez Pete Hegseth aujourd'hui. Je ne crois pas que ce type prenne la moindre décision politique, mais qu'il exécute simplement les ordres de Donald Trump. Marco Rubio, c'est pareil. On ne voit aucune trace des positions de Marco Rubio sur l'Ukraine ni sur le Moyen-Orient. Il ne négocie même pas sur l'un ou l'autre de ces deux fronts. Et on l'a vu en Arménie, en train de signer un accord. Personne ne semble comprendre pourquoi. Mais au fond, on ne voit pas Rubio impliqué dans les grandes questions de politique étrangère des États-Unis. Alors, qui dirige vraiment? Est-ce le lobby israélien avec l'influence qu'il exerce sur Donald Trump? Ou bien est-ce Donald Trump lui-même qui prend ses décisions? Quelle est votre analyse là-dessus? Eh bien, ce ne sont pas les Israéliens. Le lobby israélien nous a entraînés dans cette guerre, mais nous l'avons perdue, et Israël n'a plus son mot à dire. Soyons clairs là-dessus. Israël n'a aucun vote. Ils peuvent crier, ils peuvent hurler, mais ça ne change rien. Ils sont hors du jeu. Ce dont il s'agit ici, c'est de politique intérieure américaine. C'est ça qui motive Donald Trump. S'il ne peut pas vendre ça au public américain, il en paye le prix politiquement. Alors oublions Israël. Parlons plutôt de Hegseth. Hegseth a soutenu une guerre qu'on ne peut pas gagner. C'est lui qui devrait en payer le prix. Hegseth est là, en train d'écouter Donald Trump. Vous savez, l'OTAN n'est pas venue à notre secours, donc on va commencer à réduire notre engagement dans l'OTAN. Et on va faire Hegseth se dit d'accord. Et puis on fait face à un manque d'argent. On est à sec, on n'a plus un sou. On prépare une brigade lourde au Texas, on la met sur des navires, direction la Pologne pour une rotation de 9 mois. Ça va nous coûter une fortune. Et Trump est mécontent de l'Europe. On annule tout. Pete Hegseth, on annule l'envoi des 4200 soldats vers la Pologne. On l'annule. Ça n'arrivera pas. La brigade lourde ne partira pas. C'est fini. Et tout le monde se dit, « Waouh, regardez, les États-Unis passent vraiment à l'action sur la base des déclarations du président. » Puis le président sort et dit, « Non, en fait, on transfère 5000 soldats en Pologne. » Alors imaginez les Polonais se demandant, « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Imaginez l'Américain moyen qui ne sait pas grand-chose parce que pour lui, entre 4200 et 5000, c'est pareil. C'est une ligne comptable, non? Eh bien non. Les Polonais, eux, savent la vérité. Ces 4200 soldats qui font partie de cette brigade tournante s'inscrivent dans une approche systémique négociée.
C'est la manière dont les États-Unis apportent une aide militaire à une posture de dissuasion plus large de l'OTAN dans la région. Tous les 9 mois, on fait tourner une brigade blindée lourde. Et on a des accords sur le statut des forces qui sont faits pour ça. Très complet, parce qu'on doit faire entrer nos navires à Hambourg. On doit décharger le matériel, puis l'acheminer jusqu'en Pologne. Donc on a négocié des procédures pour que tout ça fonctionne. Transfert sans droit de douane, tout le dispositif. Ensuite, une fois sur place, on a aussi des accords sur le statut des forces qui précisent où ils logent, comment ils opèrent. Cette brigade ne reste pas ensemble en tant que brigade. On en envoie une partie s'entraîner au nord, une autre au sud. On la déplace un peu partout en Europe, et 9 mois plus tard, elle repart. Une autre brigade arrive en rotation, et on garde une brigade lourde sur place. Vous voyez, c'était ça, l'idée. Les 5000 soldats dont Trump parle, c'est une brigade Stryker, je crois, basée en Allemagne. C'est une brigade Stryker, donc avec des blindés légers. Ce n'est pas une brigade de blindés lourds, mais ça reste 5000 soldats. Il n'y a pas d'accord sur le statut des forces avec la Pologne pour faire ça. On ne peut pas simplement les échanger comme ça. Là, on ne parle pas d'une rotation temporaire, on parle d'un déplacement permanent. Et ça veut dire qu'il faut maintenant un accord sur le statut des forces, comme celui qu'on a avec l'Allemagne, négocié sur le long terme. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des familles qui vivent là-bas? Alors, est-ce qu'on construit maintenant des logements sur la base? Et qui va payer pour ces logements? On parle de milliards de dollars d'infrastructures à mettre en place avant même de pouvoir envisager de transférer ces 5000 personnes. Et surtout, le Congrès doit approuver tout ça, et il n'a absolument pas été consulté. Même les fidèles de Trump disent « on n'a jamais entendu parler de ce projet ». Ça n'arrivera pas. Donc du point de vue polonais, la réalité, c'est qu'on ne va pas recevoir les 4200 soldats, et que ces 5000 soldats ne viendront jamais ici. Résultat, on n'a rien, rien du tout. Voilà la réalité de la politique selon Trump. C'est ça la folie du système. C'est complètement dingue. Regardez Mike Pompeo. Il était secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale. En gros, il était censé être un peu comme Henry Kissinger. Il reçoit un appel de Lavrov et Pompeo dit « J'aime pas trop Lavrov ». On lui répond « Tu vas prendre l'appel. D'accord, je le prends. » Et là, Lavrov lui dit « Voici ce qui va se passer à Kiev. Ce message doit parvenir au président. » Pompeo répond « Vous ne pouvez pas me parler comme ça. Vous n'avez pas le droit de menacer les gens. » Puis il dit « Je ferai passer le message au président. » Parce que voilà la réalité. Donald Trump a littéralement castré son cabinet. Il leur a coupé les secs, pardon pour le langage, mais c'est bien de ça qu'il s'agit quand on parle de castration. Tu sais, il les a complètement émasculés. Aucun de ces gens ne joue le rôle d'un cabinet traditionnel. La seule personne qui a essayé, c'est Tulsi Gabbard, et elle a dû démissionner. Officiellement, pour la santé de son mari, et je ne remets pas ça en cause, c'est réel. Mais bon, beaucoup de gens ont réussi à rester en poste tout en s'occupant d'un proche malade, même quand c'était difficile. Trump, lui, n'était pas content d'elle parce qu'elle avait osé le contredire sur des sujets majeurs, comme l'Iran et son programme nucléaire. Du coup, elle a été écartée des discussions plus larges sur l'Ukraine, sur la guerre en Iran, et ainsi de suite. Alors elle a fini par démissionner. On ne peut pas lui couper les couilles, puisqu'elle n'en a pas. Et pourtant, en tant que femme, elle en a plus que tous les autres membres du cabinet réunis. Elle est plus courageuse que la moitié des hommes là-bas, parce qu'au moins, elle a défendu quelque chose et fait preuve d'intégrité. Et au final, face à l'incapacité du président à assumer ses devoirs et ses responsabilités de commandant en chef, elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a démissionné, tout simplement.
tous ces membres du cabinet devraient faire pareil ou invoquer le 25e amendement pour se débarrasser de cet homme fou. Mais ils ne le feront pas. Alors qui dirige vraiment? J'aimerais dire Donald Trump, sauf qu'il est fou. Donc personne ne dirige. Littéralement, personne n'est aux commandes. On ne peut pas dire que c'est Donald Trump parce qu'il change d'avis toutes les 6 secondes. Voilà ce qui arrive quand on a un homme instable, un narcissique schizophrène, qu'on peut littéralement pousser à prendre une décision juste en menaçant son ego. Vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux, à quel point cet homme est facile à manipuler. How easily manipulated this man is? What is your understanding, Scott, of the Scott, battlefield quelle est votre compréhension du champ de bataille entre Israël et le Liban, essentiellement dans le sud du Liban? Parce qu'on voit de plus en plus d'images qui viennent de cette région. On y voit des frappes contre les systèmes de communication des soldats israéliens, contre les batteries du dôme de fer, enfin contre à peu près tout. Ils ont essayé de mettre en place une sorte de protection pour le matériel qu'ils ont dans le sud du Liban, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. in the southern part of Lebanon, it seems that has failed. Just keeping their soldiers in a safe place. Rien que le fait de garder leurs soldats en sécurité dans le sud du Liban devient l'un des plus grands défis auxquels l'armée israélienne fait face en ce moment. Quelle est votre lecture de cette situation? Parce qu'hier, ils ont parlé de la ligne jaune, en disant qu'ils allaient la franchir, cette ligne qu'ils ont tracée dans le sud du Liban. Et on a l'impression qu'ils ne vont pas réussir à neutraliser ces drones FPV parce que la situation leur échappe complètement. Israël ne sait pas comment gérer ça. Quelle est, selon vous, la position d'Israël et sa politique dans le sud du Liban? Israel and their policies in southern part of Lebanon. Well, I mean, Israel wants to defeat Hezbollah. That's a strategic. Eh bien, je veux dire, Israël veut vaincre le Hezbollah. C'est un objectif stratégique. Il travaille là-dessus sur plusieurs fronts. Mais au bout du compte, pour vaincre le Hezbollah, il faut gagner sur le champ de bataille. Et en ce moment, Israël est bloqué sur la ligne jaune. Ils sont coincés là. À chaque fois que leurs forces essayent de percer, elles se font battre à plate couture par le Hezbollah. Les forces Radwan sont tout simplement meilleures que les forces de défense israéliennes dans un combat direct. Israël essaie de rassembler des troupes pour percer. Mais le problème, quand on concentre des forces, c'est que cette concentration doit pouvoir durer. Il faut assurer la logistique pour que cette masse ait la capacité d'avancer. Ensuite, il faut maintenir tout ça avec un approvisionnement logistique continu. Ça veut dire qu'il suffit de regarder où se trouve la ligne jaune, puis de tracer une ligne jusqu'à Israël, là où se trouvent les bases logistiques. C'est de là qu'ils doivent faire venir le matériel, l'équipement, et le faire avancer à travers le Liban occupé. Et encore une fois, regardez la carte, le terrain est difficile. Les voies de communication sont limitées et prévisibles. Elles forment des goulots d'étranglement. Et pourtant, ce que fait le Hezbollah en ce moment, c'est d'utiliser des drones FPV, non seulement pour affaiblir les Israéliens sur les lignes de front, mais surtout pour contrôler jusqu'à 20, 30, voire 40 kilomètres en profondeur. En ce moment, il y a des drones FPV qui opèrent à l'intérieur d'Israël. Ils frappent des cibles, bien sûr, mais surtout, ils perturbent la logistique. Et ça, c'est essentiel, parce que sans logistique solide, on ne peut pas mener d'offensive. Je ne peux pas lancer une opération offensive avec une logistique qui s'essouffle. Quand je donne l'ordre d'avancer, je m'engage totalement. Ça veut dire qu'il faut des renforts, du soutien et une pression constante sur l'ennemi. Dès qu'on arrête de maintenir cette pression, l'ennemi se relève. Il peut contre-attaquer, refermer la tenaille, frapper en retour, semer le désordre, et à ce moment-là, votre offensive s'éteint. Bienvenue dans la réalité de la guerre moderne. Ce que fait le Hezbollah en ce moment, c'est que pendant qu'Israël essaye d'avancer,
ils sapent la capacité de tenir dans la durée avec ces attaques de drones FPV. Ils frappent la logistique, les ravitaillements, la structure des forces, et Israël n'a pas encore trouvé de réponse à ça. Le Hezbollah est encore en train d'apprendre à faire tout ça pour commencer. Ils en ont quelques-uns, mais ce n'est pas un nombre énorme. Ils n'ont pas encore lancé d'essaims de drones. Ils sont simplement en phase d'apprentissage. Et on l'a bien vu au début, sur certaines vidéos, ils étaient prudents, un peu hésitants dans leurs manœuvres, et ainsi de suite. Ils s'améliorent, ils deviennent de plus en plus décisifs. Je peux vous dire que si c'était des opérateurs de drones russes ou même ukrainiens, utilisant les moyens dont dispose la Russie ou l'Ukraine, les forces de défense israéliennes seraient complètement anéanties, effacées du champ de bataille, parce qu'elles ne savent pas opérer dans cet environnement. Et le Hezbollah devient de plus en plus performant, encore et encore. Et les Israéliens n'ont pas de solution. Peut-être qu'ils en trouveront une à un moment donné. Des solutions existent, mais elles demandent une structure de forces adaptée. Il faut développer sa propre branche de drones, les former, les équiper, établir une doctrine, des tactiques et s'assurer que tout le monde soit bien formé. Israël, pour l'instant, n'a même pas vraiment commencé. Le Hezbollah, lui, a déjà franchi des étapes importantes. Mais maintenant, imaginez que vous soyez aux États-Unis ou dans n'importe quel pays de l'OTAN et que vous vouliez affronter les Russes. Vous n'auriez aucune chance. Aucune. Vous ne sortiriez même pas de vos positions avancées. Vous seriez éliminé avant même de comprendre ce qui se passe, parce que la Russie domine totalement dans le domaine des drones. L'Ukraine, elle, dispose de capacités de drones que l'Occident n'a pas. Et Israël, aujourd'hui, n'a rien pour contrer la supériorité des drones du Hezbollah, qui est bien réelle à ce stade. Scott, si on ne parle pas beaucoup de la guerre en Ukraine en ce moment, c'est surtout parce que Donald Trump a provoqué un énorme chaos au Moyen-Orient et ça a eu un impact sur l'économie mondiale. Et tout le monde, vraiment tout le monde, moi je suis ici au Brésil, notre économie a été touchée par la crise dans le Golfe Persique autour du détroit d'Ormuz. On sait très bien ce qui s'est passé pour notre économie et comment les prix augmentent ici, au Brésil par exemple. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. À mon avis, c'est un énorme problème quand on regarde ce qui se passe en Ukraine. L'escalade continue, encore et encore, avec ces attaques de drones, des drones ukrainiens qui visent des civils en Russie, ce qui aggrave encore la situation. Qui fournit ces drones? On sait que les Européens en livrent, les Ukrainiens en fabriquent aussi eux-mêmes. Et le résultat de cette production de drones, c'est une nouvelle escalade. C'est pour ça que la Russie a de nouveau utilisé un missile russe en Ukraine. À quel point la situation devient-elle dangereuse sur le champ de bataille entre la Russie et l'Ukraine? Eh bien, sur le champ de bataille, d'abord, il faut distinguer les deux. Il y a la réalité du terrain, et puis il y a cette autre réalité qui se joue en parallèle. Les opérations ukrainiennes avec des drones à longue portée ont un certain impact sur la Russie, mais c'est surtout psychologique. Une guerre psychologique, une guerre mentale, comme on dit, qui cherche à faire naître un sentiment d'impuissance, à semer le doute et la désillusion vis-à-vis de Vladimir Poutine, et ainsi de suite. Ce n'est pas un message destiné aux élites libérales russes. Elles n'existent plus, elles n'ont plus de pouvoir politique. Non. Cette stratégie vise les vrais patriotes, ceux qui veulent gagner cette guerre, mais qui commencent à sentir que la Russie ne peut pas la gagner, que Poutine ne la gagnera pas, qu'il ne sait pas comment la gagner. C'est exactement ce que cherchent à provoquer ces attaques de drones à longue portée. Donc, ils n'ont pas d'impact significatif sur le plan militaire. En revanche, ils ont un impact psychologique important et donc un impact politique.
Et là, ils ont franchi la ligne rouge. Ils ont frappé une école de filles. Vous savez, une école normale, une école d'enseignantes. La plupart des victimes étaient des filles. Je crois que 3 garçons sont aussi morts. Mais ce sont des élèves, des adolescents. Est-ce qu'ils auraient fait ça il y a 1 mois ou 2? Rappelez-vous, les Ukrainiens sont entrés à Koursk et ont massacré, littéralement massacré, des centaines de civils russes, âgés, innocents, dont le seul tort était de ne pas avoir pu évacuer leur village à temps. Alors quand les nazis sont arrivés, des nazis au sens propre, ils les ont violés, ils les ont tués, ils ont démembré leur corps et ils ont laissé leurs dépouilles pourrir. Et les Russes ont tout documenté parce que ces idiots de nazis sont entrés là-bas, ils ont filmé les viols, ils ont filmé les meurtres avec leur téléphone portable. Ensuite, ils sont sortis et se sont fait tuer par les Russes qui ont récupéré les téléphones et peuvent prouver les crimes. Mais ça n'a pas poussé la Russie à changer de logique. Poutine mène une guerre très bien équilibrée, qu'il est en train de gagner d'ailleurs. Je me fiche de ce que disent les réseaux sociaux pro-ukrainiens. Les faits sont les faits. Poutine a stabilisé la situation économique de la Russie, il a renversé la tendance et son économie est en croissance, totalement mobilisée pour l'industrie de défense qui produit les armes nécessaires. Et il dispose d'une base géopolitique solide et stable grâce à la diplomatie, en rassemblant la Chine et d'autres autour de la construction d'un monde multipolaire. Il a même obtenu que la Chine reconnaisse que l'Ukraine est pour la Russie ce que Taïwan est pour la Chine. Donc, la Chine ne se détournera jamais de la Russie sur cette question. Tout cela représente une victoire qui n'aurait été possible que si Poutine avait fait preuve d'un grand pragmatisme et de beaucoup de patience sur le champ de bataille. Il ne voulait pas se laisser entraîner dans une réaction excessive qui aurait compromis le soutien diplomatique, perturbé le développement économique ou la reprise et fini par l'affaiblir. On peut gagner militairement, mais perdre sur le plan stratégique. Poutine a ralenti le rythme sur le terrain, mais il a gagné sur le plan stratégique. Le problème, c'est que cette attaque contre l'école, à ce moment précis, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est devenu l'événement que le peuple russe n'était plus prêt à accepter. Et cela a eu des conséquences politiques. Le gouvernement de Vladimir Poutine prend maintenant des mesures décisives. Laissez-moi vous expliquer ce qui vient de se passer. L'Ukraine a perdu la guerre, l'OTAN a perdu la guerre, l'Europe a perdu la guerre. Vous ne gagnerez pas, ils ne gagneront pas. C'est impossible de gagner, parce que la Russie considère désormais que c'est une question existentielle. On va assister à l'effacement de l'Ukraine, à l'effacement physique de l'Ukraine. Vous savez, le président de la commission de la défense à la Douma a donné une interview où il a développé les déclarations du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense. Mais en gros, ce qui va arriver à l'Ukraine va continuer jusqu'à ce que l'Ukraine accepte une reddition sans condition. C'est tout. La Russie a fait ce choix maintenant. Ce n'est plus un débat, ce n'est plus une discussion. On n'a plus besoin de se demander ce que voulait dire Sergueï Karaganov ou tel autre. On sait maintenant, du moins on sait ce que dit la Russie. Après on verra si la Russie ne fait que parler sans agir. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais je crois que demain matin, vous allez vous réveiller face à une réalité complètement différente sur le terrain, ou très bientôt. La Russie a donné un préavis suffisant pour que les gens quittent Kiev. 48 heures, c'est largement assez. On verra donc ce qui se passe cette nuit. Ça pourrait arriver très vite, mais ce n'est pas juste une réaction. Ce ne sera pas une simple réaction. Je pense qu'on va voir toute une série de réponses et toute une série de moyens déployés. Et ça va durer. Ça va pas s'arrêter. Ce ne sera pas une opération ponctuelle. C'est la fin de l'Ukraine. Et si l'Europe veut s'en mêler, ce sera la fin de l'Europe aussi. Je pense que la Russie en est arrivée à un point où elle en a fini de jouer à des jeux stupides avec des gens stupides. Voilà où on en est.
with stupid people. That's where we are. Do you think that Pensez-vous que la guerre pourrait s'étendre à l'Europe à cause du soutien apporté ou à cause de la manière dont ils produisent des armes? drone It's gone to Europe. What do you mean, will it go to Europe? Europe is an active C'est déjà parti en Europe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ça ira en Europe? L'Europe participe activement à ce conflit. Donc oui, la guerre ira en Europe. L'Europe veut jouer. Franchement, c'est incroyable. L'Europe ne cesse de dire « Nous voulons la guerre. Nous la voulons. Nous voulons aller à la guerre. La France, nous sommes prêts pour la guerre. L'Angleterre, nous sommes prêts pour la guerre. L'Allemagne, nous sommes vraiment prêts pour la guerre. L'OTAN, nous sommes prêts pour la guerre. Les pays baltes, nous sommes prêts pour la guerre. Non seulement prêts, mais nous voulons la guerre. Nous la cherchons. Nous serons en guerre. Nous sommes en guerre. C'est une citation de Pistorius, le ministre allemand de la Défense. Nous sommes en guerre avec la Russie. Eh bien les gars, pas besoin de le demander 2 fois. Vous voulez une guerre? You don't have to ask more than once. You want a war, you'll get the war. And they're going to get the war because once Vous allez avoir la guerre. Et ils vont l'avoir. Parce qu'une fois que la Russie commencera à effacer l'Ukraine, on verra bien que ceux qui continuent de soutenir les forces ukrainiennes vont se retrouver liés à tout ça. Si l'Ukraine continue de lancer des drones, et vous savez, Zelensky a promis un grand mois de juin, un très grand mois de juin, autrement dit, il va tout attaquer. Les Britanniques lui donnent des drones, les Allemands lui donnent des drones, tout le monde lui en donne. L'OTAN lui fournit du renseignement, et il va littéralement couvrir la Russie de drones. Eh bien, la Russie va effacer l'Ukraine. On sait que c'est en train d'arriver. Mais ensuite, ils commenceront à effacer l'Europe. L'Europe a fait ce choix. Maintenant, la seule façon pour elle d'en sortir, c'est de dire « On s'est trompé. On ne veut plus de guerre. On ne cherche pas la guerre. » Et on commence à voir cette panique apparaître dans les pays baltes parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont allés un peu trop loin et qu'ils se retrouvent un peu coincés. C'est pour ça qu'on voit ce groupe arriver en disant « Nous allons défendre les pays baltes ». Mais en réalité, ce qu'ils veulent dire, c'est « Arrêtez de laisser l'Ukraine utiliser votre territoire comme un couloir ». Parce que je peux vous garantir une chose, la semaine prochaine, à la même heure, je serai en Russie pour participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. C'est un grand événement, plus important encore que Davos. Il y aura énormément de monde. Et si l'Ukraine lance des attaques de drones pour perturber le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, la situation deviendra encore pire pour elle. Mais en plus, tout pays qui facilite le passage de drones ukrainiens frappant Saint-Pétersbourg, que ce soit en ce moment ou à l'avenir, paiera aussi le prix ultime. Narishkin, le chef des services de renseignement russes, a identifié, je crois, 7 centres de décision liés aux opérations de drones ukrainiens sur le territoire letton. Et tout le monde fait semblant de ne rien voir. Chut, on ne peut pas en parler, ce n'est pas vraiment en train de se passer. Mais ils savent tous ce qu'il en est. Les Lettons savent très bien ce qu'il en est. Et avec cette histoire de drone, les Lettons disent « il faut qu'on arrête ça ». Et ils disent ça parce qu'ils savent que la Russie les éliminera. Il suffit de regarder la production russe. La Russie a déclaré être passée à la production en série d'un drone en août de l'année dernière. Disons qu'on peut considérer le mois d'août comme un mois nul. Ils ont commencé, mais ils n'y sont pas arrivés. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 9 mois. Bon, disons que la production minimale de Geranix, c'est 5 par mois. 9 fois 5, ça fait 45. Donc il y a 45 Geranix. La Russie en a tiré 3, il en reste 42 quelque part. Moi je dis que la production pourrait monter jusqu'à 25 par mois, d'après mon expérience, mes observations directes à Votkinsk. Mais c'est probablement pas le cas, parce qu'il y a des ressources partagées avec les Yars, qui utilisent aussi certains éléments des Geranix. Donc, on ne peut pas, comme on dit, déshabiller Pierre pour habiller Paul.
Alors disons qu'au lieu de 25, ils en produisent 12. C'est un bon chiffre médian, 12. 9 fois 12, ça fait 108. Mais c'est pas 108. J'avais raison, non? 18. Was I right? Yeah. No. Oui, 108, 108, tu as raison. You're right. Marine, Les maths version marine, enfin voyons, oui, 108. Yeah, 108. I said 118. J'ai d'abord dit 118, mais je me suis dit non, ça peut pas être ça. Ouais, 108. Mais t'as trouvé juste après. Because every once in a while it clicks in. But the point. Parce que, de temps en temps, tout s'aligne. Mais le point, enfin, je compte sur mes doigts. Bref, ce que je veux dire, c'est que 108, c'est complètement différent de 42 en termes de capacité. Et puis, il y a autre chose. La Russie ne va jamais plus vite que ce qu'elle peut faire. Elle ne se précipite pas, pour ainsi dire. Quand la Russie prend une décision, elle a les ressources pour la soutenir. Depuis le début, on entend dire « la Russie va manquer de missiles ». Et moi je dis « la Russie ne manquera jamais de missiles ». Une fois que la Russie s'engage, elle s'y tient. Et ça, c'est parce qu'une décision a été prise, celle de pouvoir maintenir cette activité et d'alimenter cette activité sans compromettre ses capacités stratégiques globales. Without sacrificing overall strategic capabilities. That's how the Russians think. Unlike the United States. C'est comme ça que les Russes pensent. Contrairement aux États-Unis, on a eu la guerre en Iran, on a tout épuisé, plus aucune production, on a dû tout prendre ailleurs et on a affaibli le monde entier. On est l'opposé de la Russie. La Russie ne fonctionne pas comme nous. Elle fonctionne autrement. Alors si la Russie s'engage maintenant à effacer l'Ukraine et à garder la capacité de lancer des frappes dévastatrices contre l'Europe, je me dis que ça veut dire que leur niveau de production est supérieur à 5 par mois. Je peux me tromper. I could be wrong. Je ne sais pas. We know also that they have other systems. On sait aussi qu'ils ont d'autres systèmes qui n'ont pas été rendus publics. Les Russes s'en sont vantés, ils ont dit qu'il y avait des choses, des rumeurs, des chuchotements à propos d'un Iskander 2.0, ce qui laisse entendre qu'il est meilleur que la version 1.0. On sait qu'ils ont, vous voyez, des versions modernes du missile KH-101, ce qui est plutôt impressionnant. Il faudrait que je voie l'ensemble, mais il semble que le missile arrivait, qu'il a été intercepté, dévié, puis qu'il s'est corrigé et a poursuivi sa mission. Et on sait qu'en approche, ils lancent des contre-mesures qui attirent les missiles patriotes. Mais ils ont aussi les Iskander M classiques, et ils ont les Iskander K, des missiles de croisière à longue portée. Iskander Ks, long-range cruise missiles. They've built those. Again with countermeasures. Ils ont construit tout ça, encore une fois, avec des contre-mesures. Les Russes disposent simplement d'un grand nombre de systèmes. Ils pourraient même utiliser les Yars avec des ogives hypersoniques manœuvrantes avant-garde non nucléaires pour frapper d'autres cibles. Alors, à quel jeu l'Europe veut-elle jouer? La Russie, elle, est prête à jouer à ce jeu-là. Je ne pense pas que la Russie prenne cette décision à la légère, parce que les Russes réfléchissent aux choses, aux relations de cause à effet. Et s'ils prennent cette décision, c'est qu'ils y ont bien réfléchi. Ils ont un plan, ils ont des plans de secours, et ils ont les ressources pour les mettre en œuvre. Pendant ce temps, l'Europe n'a rien, littéralement rien. Meanwhile, Europe has nothing, literally nothing. They don't even have 4,200 American troops coming. Ils n'ont même plus les 4200 soldats américains qui devaient arriver parce que Pitag vient de dire « Non, on annule tout ça ». C'est incroyable. Mais la moitié du matériel est déjà chargé sur les navires. Maintenant, il faut tout décharger. Ils avaient même envoyé des hommes et des femmes en Pologne comme équipe avancée. Ils doivent rentrer. Et cette désorganisation, j'ai été dans l'armée, je sais ce que c'est. Quand une unité se déploie, ça veut dire que les permissions sont déjà prises ou que les familles ont déjà déménagé. Beaucoup ont déplacé leur famille parce que franchement, on ne peut pas laisser sa femme avec un nouveau-né dans une maison de base. Donc on a déjà renvoyé sa femme chez elle. Vous avez fait tout un tas de choses, investi beaucoup d'argent. Ce sont des décisions qui changent une vie. Et maintenant, non. Tout ça ne va pas se faire. Ils doivent reprendre un programme d'entraînement à zéro.
Les écoles ont été annulées. Les écoles, le chaos que ça a provoqué. C'est pour ça que Pete Hegseth est le pire secrétaire à la défense de toute l'histoire des secrétaires à la défense, à cause du chaos qu'il a créé pour ses soldats. Vous croyez qu'ils ont envie de se réengager? Pour certains, c'est quelque chose qui leur détruit la vie. Lui, il s'en fiche. Trump s'en fiche. Nous, on se soucie de nos troupes. Eux, ils se soucient absolument pas des troupes. Rien du tout. Scott, avant de conclure, je me souviens que Tom Wilkerson avait dit un jour que le pays le plus dangereux d'Europe, c'est la Pologne, à cause de certaines personnes irrationnelles qui dirigent le pays. D'ailleurs, ce sont des responsables politiques polonais. L'un d'eux, c'est Sikorski. Et voici ce qu'il a déclaré. Je suis sceptique à propos de la Pologne avec Poutine pour deux raisons. D'abord, quand on est dictateur depuis plus de 20 ans, tout le monde vous ment. Et ces dictateurs finissent toujours par renoncer à une partie de leurs ambitions maximalistes trop tard, parce qu'ils ignorent la réalité de leur propre situation. Ensuite, Vladimir Poutine est un homme dont la parole et la signature ne sont pas dignes de confiance. Il nous a menti à plusieurs reprises. Donc, je pense que cette guerre sera terminée par quelqu'un d'autre. Bien sûr que c'est un criminel. Vous savez que c'est un néoconservateur. Vous savez qu'il n'a absolument aucune légitimité. C'est un homme qui a publié « Merci l'Amérique » quand Nord Stream 2 a explosé. Ils ont dû supprimer le tweet. C'était une erreur. Il est marié à Anne Applebaum, l'une des plus virulentes russophobes, une des plus grandes détractrices de Poutine au monde. Cet homme vit dans son propre monde imaginaire. Rien de ce qu'il a dit n'est vrai. Vladimir Poutine n'a jamais menti sur quoi que ce soit. Donnez-moi un seul mensonge documenté, un seul. Sikorski ment sur tout. D'abord, il est corrompu. Il y a beaucoup de corruption autour de lui. Il n'est pas net. Il est profondément corrompu. Il ment même sur ses propres publications sur les réseaux sociaux. De quoi Vladimir Poutine a-t-il menti, lui? Vladimir Poutine a été honnête sur absolument tout ce qu'il a entrepris, parce que c'est ce que font les dirigeants légitimes. Ils ne mentent pas. Vous savez, regardez Kiev. Est-ce que les États-Unis et Israël ont prévenu l'Iran à l'avance qu'ils allaient mener une frappe de décapitation le 28 février? Non. Est-ce que des civils ont été touchés par ça? Donc, selon le droit international, on est censé donner un avertissement préalable, un avertissement suffisant, avant toute frappe militaire susceptible d'affecter des civils. C'est une obligation légale. Vladimir Poutine est aujourd'hui le seul dirigeant au monde à donner ce genre d'avertissement à l'avance. Le seul. Un seul pays, l'Iran. Je dois reconnaître ça à l'Iran. L'Iran a prévenu les Israéliens à l'avance. Il disait toujours « voilà où on va frapper, partez ». Donc l'Iran, incroyable. L'Iran respecte aussi le droit international, c'est drôle, non? Les pays qu'on a tendance à dénigrer le plus sont souvent ceux qui respectent le plus la loi. Je veux dire, c'est nous qui avons assassiné Qassem Soleimani alors qu'il essayait de négocier la paix dans la région. C'est nous qui tuons des gens chez nous. Mais les Iraniens, eux, préviennent Israël à l'avance. Ils disent où ils vont frapper, et les gens partent. Et la Russie a fait la même chose à Kiev. Donc Sikorski est fou, mais Sikorski, ce n'est pas la Pologne. Les gens doivent comprendre qu'il y a énormément de résistance en Pologne, de la part de ceux qui voient très bien les conséquences de ces actions. Et encore une fois, je pense qu'on va assister à un grand réveil en Europe. Oui, des voix comme celle de Sikorski et d'autres vont être amplifiées maintenant quand Kiev sera effacé. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait à propos de la Russie. Mais les esprits rationnels vont répondre « Attendez, c'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez créé cette situation.
C'est vous qui avez provoqué tout ça. Et maintenant, vous voulez que ça nous arrive aussi. Alors moi, j'encourage Sikorski à continuer de parler, parce qu'à chaque fois qu'il le fait, il creuse un peu plus le trou pour lui, pour son idéologie, pour sa femme malade et dérangée, et pour tous ceux qui adhèrent à sa vision néoconservatrice de la façon dont le monde devrait fonctionner. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Okay. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À très bientôt.